Journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'est jamais trop tard pour agir, mais le temps presse. La conférence sur le climat qui s'ouvre dimanche à Glasgow fera-t-elle mieux que la COP21 qui avait réuni les dirigeants du monde entier à Paris il y a 6 ans ? Il faudra qu'il en sorte quelque chose et vite, préviennent les compagnies d'assurance. Les tempêtes exceptionnelles deviennent la norme, les épisodes de sécheresse s'étirent en longueur et tout cela a un coût. La facture pourrait rapidement devenir insupportable au mode des camps. Oui, si rien n'est fait pour protéger les habitations, les cultures des futures catastrophes naturelles comme les inondations, la sécheresse ou encore les tempêtes, le coût des dommages causés par ces événements augmentera de 50% d'ici 2050, en passant d'1 milliard à 1,5 milliard d'euros. Une augmentation des coûts qui devrait d'ici quelques années faire grimper le prix de nos assurances. Aujourd'hui, la surprime liée aux catastrophes naturelles est de 12%. Et c'est la sécheresse qui inquiète le plus les assureurs. Un grand acteur du secteur nous confiait récemment que c'est ce qui va coûter le plus cher. Il avouait même s'interroger sur l'assurabilité de certaines zones. Et les projections de la Caisse centrale de réassurance confirment ce phénomène, comme l'explique David Moncoulon, co-auteur de l'étude. L'assurabilité de la sécheresse peut se poser parce que on pense qu'on aura de plus en plus de cycles de sécheresse dans le futur. Et la question se pose effectivement de l'augmentation des coûts de ces événements. Des sécheresses qui toucheront durement le monde agricole. Les pertes pour les producteurs de céréales augmenteront de 75% d'ici 2050 si aucune mesure de prévention n'est mise en place. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Une question gigantesque. Le monde en plein réchauffement est-il encore assurable ? Affaire à suivre. Emmanuel Macron, lui, devrait profiter en tout cas de cette COP26 pour rencontrer Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et tenter de mettre fin au bras de fer qui oppose en ce moment même les deux pays dans le dossier de la pêche. Et là aussi, le temps presse. 2 bateaux anglais ont été mis à l'amende cette nuit alors qu'ils pêchaient en baie de Seine. Premier coup de semonce des autorités françaises. À partir de mardi prochain, ce sera interdiction pure et simple pour les navires britanniques de débarquer des produits de la mer dans les ports français. Les contrôles douaniers et sanitaires seront systématiques, mesure qui s'appliquera également aux camions en provenance ou à destination de la Grande-Bretagne, et ce, quelle que soit leur cargaison. Il est 7h03 sur Europe 1. Je vous en parlais en titre de cette opération Azur, nom de code d'une véritable tentative de coup d'État avortée, heureusement, contre la République. Cela ressemble à un roman d'espionnage, mais ce n'est pas une fiction. On retrouve une fois de plus Rémi Daillet, l'homme qui avait participé à l'enlèvement de la jeune Mia en avril dernier. Cette fois, il envisageait un coup d'État avec prise de contrôle de l'Élysée et des principales institutions clés du pouvoir. Explication Thibaut Hu. Opération Azur, c'est le nom du projet tentaculaire de Rémi Daillet. Selon des sources proches du renseignement, l'homme de 55 ans voulait renverser l'Élysée et instaurer un nouveau pouvoir par le peuple. Pour mener le coup d'État, le complotiste s'était entouré d'un large réseau. 300 partisans répartis sous le commandement de chefs de région. Et selon nos informations, on compte beaucoup de policiers et de gendarmes qui ne sont plus d'actifs, mais aussi des militaires et parmi eux, un ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre, décoré de la Légion d'honneur. Le jour J, Rémi Daillet prévoyait de réunir ses troupes à Paris avec des boucliers et des bombes artisanales. Devant l'Élysée, certains avaient pour mission d'occuper les forces de l'ordre afin de laisser le champ libre aux attaquants des bâtiments. D'autres lieux de pouvoir étaient visés, l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Armées, et au même moment, des militants auraient pris d'assaut une chaîne de télévision ou une radio pour diffuser leur propagande. Pour l'heure, dans ce dossier, 12 personnes ont été mises en examen. Thibaut Hu. Au procès des assassins présumés de Mireille Knoll, les jurés de la cour d'assises ont visionné hier des images difficilement soutenables. Les images de la scène de crime et les images des 2 accusés juste après le meurtre de l'octogénaire, Yacine Mioub et Alex Karim Bacchus, filmés par une caméra de surveillance dans un bar. Et c'est peut-être le premier tournant de ce procès. Gladys Lafitte. D'abord, une vidéo sans son. On y voit Yacine Mioub parlementer avec les serveurs ou discuter parfois en riant avec les clients du bar. La scène dure 25 minutes. J'avais qu'une envie, c'était de boire, a expliqué à la cour cet homme de 31 ans de son propre aveu alcoolique. À la barre, même sa mère s'étonne de cette attitude. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait ou de ce qu'ils ont fait. Il a l'air joyeux. Alex Karim Bacchus, lui, est avachi sur une table, la tête entre les bras. Le choc de ce qu'il a vu chez Madame Knoll 1h30 plus tôt s'est-il justifié. La cour aussi, justement, a vu les photos de l'appartement ravagé par les flammes et du corps à moitié carbonisé de la victime, dont seuls les pieds sont restés indemnes et pendaient du lit médicalisé de l'octogénaire. Dans la salle, seul l'un des 2 fils de la victime a regardé ces terribles images et invité les accusés à eux aussi regarder. Mais leurs yeux n'ont pas bougé du sol. Gladys Lafitte du
service police-justice d'Europe 1. Construire davantage sans bétonner les terres cultivables, c'est l'objectif et l'ambition de la région Île-de-France. Chaque année, elle accueille 50 000 nouveaux habitants, des personnes qu'il faut bien loger, mais pas n'importe où et surtout pas sur des terres agricoles. D'où l'idée de recenser les zones de friche. Elles sont près de 3 000, dont environ 800 rien qu'à Paris. Reportage dans le 14e arrondissement, Nina Droff. En plein cœur du 14e arrondissement, coincé entre deux immeubles haussmanniens, une friche d'une centaine de mètres carrés subsiste. L'herbe a poussé, l'emplacement ne paie pas de mine, mais Nicolas Laurel, urbaniste à l'Institut Paris Région, y visualise déjà un immeuble. Dans le 14e arrondissement, on manque de logements sociaux. Donc cette friche-là, pour l'usage logement social, va gagner des points à ce titre-là. On va envisager tout un tas d'usages, implanter des parcs solaires, implanter des centres de données dont on est de plus en plus gourmand. L'objectif, densifier l'habitat. Pour Damien Laville, également urbaniste, ces 2700 friches disséminées à travers l'Île-de-France représentent un enjeu majeur pour continuer à construire sans sacrifier les terres agricoles. Le recensement permet au moins de quantifier et de cartographier ces sites pour ensuite moins grignoter sur des terrains agricoles si on veut venir construire ou densifier ou faire du renouvellement urbain. Équipement nécessaire pour accueillir les 50 000 nouveaux habitants qui arrivent chaque année en Île-de-France, soit l'équivalent de la population de Blois. Nina Droff. Aux États-Unis, l'enquête se poursuit après le décès de cette femme tuée par balle sur le tournage d'un western la semaine dernière. Comment des balles réelles ont-elles pu se retrouver dans le pistolet que manipulait l'acteur Alec Baldwin? Les premiers éléments de l'enquête ont été révélés hier au cours d'une conférence de presse. L'assistant réalisateur a peut-être joué un rôle central dans ce drame. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Oui, Dave Halls a confié aux enquêteurs ne pas avoir vérifié toutes les cartouches du revolver remis à Alec Baldwin comme il aurait dû le faire. L'armurière du film a, elle, affirmé qu'il n'y a jamais eu de balles réelles stockées sur le plateau. Anna Gutiérrez a d'ailleurs expliqué avoir bien contrôlé toutes les munitions avant la pause déjeuner de l'équipe. Pourtant, c'est bien un projectile en plomb qui a été retrouvé dans l'épaule du réalisateur Joel Souza. Hier, lors de sa conférence de presse, le shérif Mendoza a estimé qu'il y avait eu sur ce tournage une certaine complaisance avec les règles de sécurité. 600 pièces à conviction ont été saisies. 3 armes à feu, plusieurs pièces de vêtements, des accessoires et environ 500 munitions. Un mélange de balles à blanc, de balles factices et ce que nous suspectons être des balles réelles ont été retrouvés sur le plateau. L'enquête devra déterminer pourquoi et comment ces balles se sont retrouvées sur le tournage. Pour le moment, les éléments ne sont pas suffisants pour déclencher des poursuites. Toutes les options sont encore sur la table, affirme la procureure, y compris une inculpation d'Alec Baldwin, acteur et producteur de ce western. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le football, match nul entre Nice et Marseille hier soir, 1-1. Vous savez, Dimitri, il s'agit de la rencontre du 22 août dernier qui avait été interrompue puis annulée après une série d'incidents avec des supporters. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Vous revenez à 8h30 à suivre.